Chaque année, près de 30 000 personnes sont secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte 11 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans la 5e saison de Canal 16, une série de podcasts inédits de la SNSM dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Cette année, nous fêtons les 200 ans du sauvetage en mer. Dans cet épisode historique, nous revenons à l'occasion de cet anniversaire sur l'un des naufrages qui a marqué l'histoire du sauvetage en mer en France. Il y a 100 ans exactement. À l'aube du 19e siècle, les baigneurs franchissent les vagues sans forcément prendre conscience des risques de noyade. Les plages sont de plus en plus fréquentées et il devient nécessaire de les surveiller. L'initiative part de Boulogne-sur-Mer et se développe sur tous les littoraux français. Le 23 mai 1925, une tempête d'une violence inouïe s'abat sur les côtes de Pin-Mare. Une tragédie au cours de laquelle tout un village s'est jeté à l'eau pour tenter l'impossible. Extrême sud du Finistère, pays bigoudin sur la côte de Pin-Mare, entre Saint-Guénolé et le petit port de Quérity. Une côte basse, criblée de récifs, balayée par les vents. Un monde de granit et de goélands. Ce haut lieu de la pêche à la sardine et au thon vit au rythme de l'océan. Chaque jour, les hommes partent au large, tandis que les femmes ramassent le goémon, cette algue précieuse aux multiples usages, trient des poissons sur les quais, réparent les filets ou travaillent à la chaîne dans les conserveries. Ce 23 mai 1925 est un samedi. À l'aube, le ciel est clair, il n'y a pas un souffle de vent. La mer est calme, la marée descendante. Les chaloupes de pêche sont parties pour relever les casiers. Au village, on parle du temps, du poisson, de la houle qui pourrait remonter dans l'après-midi. À 11h, une première rafale balaye les pointes. Juste un souffle plus nerveux que les autres, assez pour faire frémir les mâts, plisser l'eau et faire tourner quelques têtes vers le large. Rien d'alarmant. Mais brutalement, à midi, la mer change du tout au tout. Le vent vient du sud. C'est un vent lourd, humide. La mer se met à blanchir. Elle se creuse. Le courant de flot pousse vers le nord-est, vers la terre, la houle est en biais, piégeuse. Au large, les marins de la sardinière, le Saint-Louis, ont vu venir la tempête. Ils décident de rentrer. Alors qu'ils sont à 2000 de la côte, près de la tourelle de la Jument, ce phare planté au milieu des récifs qui sert de repère pour rentrer dans le port de Quérity, tout bascule. La mer se met à dessiner des crêtes noires. Julien Dupuy, le patron du bateau, décide de serrer les écoutes. Il connaît par cœur cette passe. Il sait qu'avec de telles conditions, elle peut devenir redoutable. Mais il n'a pas le choix. C'est le seul passage pour rentrer. Entre les roches de Menlaou au nord et la tourelle de la Jument au sud, la passe est en effet un corridor étroit. À cet endroit, les fonds marins se réduisent de 25 à 7 mètres. La mer qui arrive à pleine vitesse sur le fond remonte brutalement et déferle avec violence. Aujourd'hui, la houle vient du sud-ouest. C'est la pire configuration. La sardinière avance dans la passe. Julien Dupuy tient fermement la barre. Les vagues s'entrechoquent, se déchirent. Le vent hurle. Bientôt, c'est l'enfer qui se lève au large de Pin-Mare. Le Saint-Louis se met alors à danser. Il tangue, lutte contre les flots. On dirait un jouet entre les mains d'un dieu capricieux. Il est 13h. Le guetteur du sémaphore de Pin-Mare scrute la mer avec sa longue vue. Il observe les barques qui rentrent les unes après les autres. Quand, soudain,
au sud-sud-ouest de Kériti, à 220 encablures vers la Jument, quelque chose retient son attention. Entre les vagues, une coque retournée. Le mât qui a disparu. La mer s'est refermée sur le Saint-Louis. Il n'y a aucun doute. Il faut prévenir les stations de sauvetage au plus vite. Le guetteur donne l'alerte. Le pavillon noir est hissé. 2 coups de canon retentissent. Profond, lourd, il roule sur la lande, ricoche sur les toits. Le vent soudain se tait. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Un bateau vient de sombrer. Il faut se hâter. Dans le hameau de Kériti, les premières femmes accourent vers le port. Elles ont reconnu le signal. Elles crient au secours. Le vent étouffe leur voix. Très vite, tout le monde se met à chercher les hommes restés à terre. Les anciens, les artisans, les paysans. Tous se précipitent vers la maison abri. Ce petit hangar en bois où est entreposé le canot de sauvetage, le comte et comtesse Fouché. C'est un canot à redressement automatique, un chef-d'œuvre d'architecture navale. Sa coque lestée de plomb peut se retourner entièrement sous la force d'une lame, puis se redresser seule en quelques secondes comme une bouée. Il y a 12 places, 2 hommes par banc. Ce sont toujours les mêmes, fidèles au poste, des hommes aguerris qui savent ramer ensemble. Mais aujourd'hui, plusieurs titulaires sont absents. Alors on appelle des volontaires. Et 4 d'entre eux se présentent sans hésiter. Les lourdes portes du hangar sont ouvertes. On sort le canot sur ses rails. Mais le port est à sec. La marée n'est pas encore remontée. Elle ne permet pas de mettre le canot à l'eau immédiatement. Qu'importe. On pousse. Tout le monde s'y met. Les enfants, les anciens. Les femmes retirent leurs sabots, remontent leurs jupes, entrent dans l'eau froide jusqu'aux cuisses. Les mains glissent sur le bois mouillé. Il faut aller vite. Au hameau de Saint-Pierre, à 1 kilomètre du port de Kériti, la même scène se joue. En miroir. Les hommes accourent, appelés depuis les champs ou sortis des maisons en tirant sur leurs bottes, ils se rassemblent devant la maison abri du port Saint-Pierre. Le Léon du Four est mis à l'eau. Là encore, on appelle des remplaçants. 7 volontaires s'engagent. Ils montent dans le canot, ajustent leurs gilets. Personne ne fait marche arrière. Pas un. Une fois à bord, plus un mot. Chacun sait ce qu'il risque. En moins de 20 minutes, les 2 canots sont armés. 24 rameurs prennent le large en traçant une ligne vers le sud-ouest. Il est 13h20. La mer est maintenant dans un état de fureur absolue entre Menlaou et la Jument. Une succession de murs d'eau qui frappent les embarcations de toutes parts. Un abîme. C'est dans ce chenal que le Saint-Louis a disparu, 20 minutes plus tôt. C'est alors qu'une autre chaloupe sardinière cherche à regagner le port avant que la mer ne la fauche. Son nom, à demi effacé, se devine sur la coque noircie par le sel et les ans. Le berceau de Saint-Pierre. À bord, il y a 7 hommes, dont le patron, Jean Larnicole, qui tient la barre. Il se dit que ça va aller. La chaloupe s'engage dans la passe malgré la mer qui s'ouvre et se referme à la manière d'une mâchoire. La chaloupe chancelle, se balance. Une première lame la soulève. Elle passe. Ouf. Une seconde, plus haute, frappe l'étrave. Le bateau se cabre. Les hommes s'accrochent. Le patron crie encore, mais c'est déjà trop tard. Les marins sont projetés dans l'eau glacée. En quelques secondes, le berceau de Saint-Pierre n'est plus qu'un amas de bois flottant. Depuis la terre, certains observent la scène à la longue vue. Ils voient la coque noire virer sur elle-même, puis disparaître. C'est le 2e naufrage en 20 minutes. À bord des canots de sauvetage, les marins rament à la force des bras. Les muscles tirent, les épaules brûlent, les visages ruissellent de sel et d'eau. À l'avant du canot de sauvetage de Kériti, le comte et comtesse Fouché, Joseph Gégou tient la barre. Il connaît ce coin par cœur. Il a tellement navigué ici depuis l'enfance. Mais aujourd'hui, il sent que ce n'est pas comme d'habitude. Il le racontera, le lendemain, la voix encore nouée,
J'ai 54 ans. J'ai remplacé mon père en 1900 et j'ai jamais vu la mer comme je l'ai vue hier. C'est venu d'un coup. Je me demande d'ailleurs comment c'est possible en cette saison. Je croyais voir 2 hommes, nous étions à 15 mètres de l'épave. Nous poussions. Et si j'avais pas cru voir ces 2-là, jamais j'aurais poussé plus loin. Je me rendais compte que cette fois-ci, c'était pas comme d'habitude. Mes hommes étaient fatigués par une demi-heure de rame et leur effort avait beaucoup diminué. Ce 23 mai, Jégou a un pressentiment. La mer est si dense. Les vagues montent toujours plus haut, chaque crête est plus lourde que la précédente. Le canot est secoué, giflé par les rafales. Mais il tient bon. Il fend les lames. Soudain, Jégou aperçoit quelque chose. Une forme sombre, portée par la crête d'une vague. Un gilet ? Il fait signe aux rameurs de ralentir. Tous les regards se tournent. Le canot pivote légèrement. Les hommes scrutent la mer. Rien. La forme a disparu. Était-ce un corps ? Au même moment, surgit une autre barque, venant du large. Un voilier de pêche. C'est l'Arche d'Alliance. À la barre, François Larnicole, un vieux marin de Saint-Pierre. Il reconnaît le canot de sauvetage. Il se rapproche, agite le bras, crie d'une voix tranchante. « Avancez vers le sud-ouest! C'est là que les barques ont chaviré, vers la Jument !» Jégou corrige aussitôt son cap. Le comte et comtesse Fouché repartent droit vers la passe maudite. Derrière, à une centaine de mètres, le Léon Dufour suit. La mer gronde toujours. Elle les attend. 13h50. Le comte et comtesse Fouché entrent au cœur du piège, entre Menlao et la Jument. Le canot avance, vaille que vaille. Les rameurs forcent. Tous savent que l'essentiel est de garder le bateau face aux vagues. Une première lame surgit, haute, franche. Elle percute de plein fouet la proue du canot. Il grimpe, tangue, retombe. Une deuxième vague arrive aussitôt. Elle est plus massive. Elle prend le canot de biais, légèrement par l'avant sur tribord. Le Fouché se couche brutalement sur bâbord. 5 hommes sont projetés à la mer. Les autres essaient de réagir, mais tout va trop vite. Une troisième vague surgit. Monstrueuse. Elle prend le canot de flanc, le soulève et le retourne. Le Fouché pivote sur lui-même. Une vrille totale. Tous les hommes sont projetés hors du bord. Tous, sauf un qui tente de se cramponner à son banc. Il s'y accroche comme à une planche de salut. Et la lame suivante l'arrache. Il est englouti à son tour. Le canot, vidé de son équipage, roule 1 fois, 2 fois, puis se met à dériver, ballotté par le vent et le courant, vers la côte. Il s'échoue sur les rochers de Mentalek, à 400 mètres du rivage. Le Léon Dufour de sauvetage, qui suit dans le siège du Fouché, à 120 mètres derrière, n'a rien vu. Absolument rien. Les sauveteurs se dirigent droit vers la même trappe. Soudain, la lame qui a englouti quelques secondes plus tôt le Fouché surgit. Le Léon bascule en arrière, se dresse à la verticale. Il reste 1 seconde en suspension, le nez en l'air, la poupe dans le vide. Tout l'équipage est happé en arrière d'un coup. Le canot retombe brutalement, comme une bête frappée au ventre. Vide. Il se met à dériver, lentement, inexorablement, poussé par le vent et le courant. Il glisse vers la côte et vient s'échouer à 300 mètres à l'est de la jetée de Kériti. Sur les galets, quelques hommes accourent, le récupèrent. Il n'y a plus personne à bord. Le pire vient d'arriver. À quelques centaines de mètres, l'Arche d'Alliance, le voilier qui avait croisé les canots de sauvetage quelques instants plus tôt, aperçoit l'un d'eux lui passer devant. Vide. Larnicole, le patron, comprend tout de suite l'urgence de la situation. Il va alors tenter l'impossible. Il change de cap et fonce vers les naufragés dispersés, ballottés par les courants. Le premier qui l'approche, c'est Corentin Coïc, le sous-patron du canot de Kériti, le comte et comtesse Fouché. Coïc est encore conscient. Il crie « Je tiens! Va sauver ceux qui sont sous le vent !» Larnicole obéit. Il file vers le nord-est, là où les courants poussent les corps. Pendant une demi-heure, avec son équipage, il récupère un à un ceux qui flottent encore. Stéphane, Kérizit, Jégou,
Gourlaouen. Koupa est repéré un peu plus loin. Larnicole l'agrippe avec la gaffe, mais la bretelle du gilet cède. Koupa disparaît. Il ne refera jamais surface. Tanyou flotte, inanimé. On le hisse à bord, son souffle est encore chaud. L'Arche d'Alliance fait alors aussitôt demi-tour pour rentrer au plus vite au port. Les soins resteront vains. Au même moment, alors que l'Arche d'Alliance effectue ses sauvetages, depuis le port, on suit des yeux un autre bateau, le Gérard Samuel. Ce grand côtre de pêche, taillé pour la haute mer et non pour les récifs, était mouillé au nord-ouest de l'Okarek. Son patron, Eugène Le Gall, était en train de le déplacer pour le mettre à l'abri de la tempête, quand il a croisé une barque qui lui faisait signe. Un bateau venait de chavirer près de la Jument. Le Gall a décidé de foncer à la rescousse des naufragés. Par peur de talonner les hauts fonds, trop grands pour s'approcher, Le Gall envoie une annexe avec 4 hommes. Depuis la terre, on aperçoit l'annexe, minuscule face aux lames. Elle récupère 3 marins agrippés à un mât brisé, puis un autre qui dérive seul. 2 corps inertes, écumes aux lèvres, sont également hissés. Plus loin, un dernier homme est aperçu encore dans l'eau. C'est Koïk, celui qui, quelques instants plus tôt, criait qu'il tenait et qu'il fallait récupérer les autres. Pendant ce temps, Eugène Le Gall est resté à bord du Gérard Samuel jusqu'au choc. Voulant manœuvrer au plus près des bas-fonds pour veiller sur son annexe, le Gérard a heurté une roche. Le gouvernail a cédé, la barre est devenue molle. Depuis la plage, on voit Le Gall se mettre vent arrière et viser la grève à l'est de Kériti. Il s'échoue sans casse. L'annexe aussi est de retour. Elle a récupéré 6 hommes, 4 vivants et 2 morts. Des corps que l'on pourra au moins rendre aux familles. Ce 23 mai 1925, le bilan est lourd. La mer a pris 27 vies au total. 12 marins pêcheurs, 5 du Saint-Louis, 7 du berceau de Saint-Pierre et 15 canotiers des embarcations de sauvetage. Le lendemain, la mer est retombée. Le vent s'est retiré, laissant derrière lui une lourde humidité. L'air sent la corde mouillée et le bois trempé. Le ciel est bas, blafard. Au loin, la silhouette massive du phare d'Eckmühl se découpe dans la brume. Les rescapés racontent, les récits se croisent. On dresse la liste des morts. Tout le monde connaît un disparu. Le 27 mai, les obsèques ont lieu. Sous la pluie, les cercueils sont portés dans les rues de Pinmar. Les femmes ont revêtu leurs longues capes noires. Touchard, président de la Société centrale de sauvetage des naufragés, fait le déplacement en personne. C'est le sinistre le plus terrible que nous ayons eu à enregistrer depuis notre création. C'est aussi le drame où la plus grande somme de courage aura été dépensée pour braver la mort. Il est juste de constater que le drame a ému la France entière. Et de toutes parts, des moindres ports de nos côtes, les témoignages d'admiration ont afflué vers Pinmar. Des couronnes arrivent de tout le pays. Les stations de sauvetage du Nord, de la Manche, de la Méditerranée envoient des lettres, des mots d'admiration et de condoléances. La même phrase revient. Si cela s'était passé chez nous, nous aurions fait comme eux. 2 plaques de marbre sont scellées sur les maisons-abris de Kériti et de Saint-Pierre. Elles portent les noms des 27 engloutis par la mer ce 23 mai 1925. À la pointe de Kervili, face à l'océan, une statue veille depuis 1998. Un marin en bronze, sculpté par Dan Bérou, accroché d'une main à une épave, l'autre tendue vers le ciel. Mais les hommages n'empêchent pas les questions. Pourquoi autant de morts? Pourquoi les canots ont-ils chaviré? Pourquoi certains n'avaient-ils pas de gilet de sauvetage? Trop encombrant pour ramer. Les survivants eux-mêmes l'admettent. Et d'ailleurs, sur le Léon Dufour, ils étaient tous équipés et seulement 4 ont survécu.
On évoque aussi les moteurs. Fallait-il un canot à moteur ? Non, tranche la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés, ancêtre de la SNSM. Trop lourd, trop lent à mettre à l'eau dans ses ports à sec à chaque marée. Trop fragile aussi face aux récifs. Le rapport est formel. Par vent de sud-ouest, la passe entre Menlao et la Jument devient un piège. Une fois engagés, les canots n'avaient plus aucune chance. En 1925, il n'y a pas de radio, pas de radar, pas d'hélicoptère. Juste des hommes et leurs bras. Alors, à la lumière des progrès accomplis, ce que ces hommes ont réalisé ce jour-là est un acte d'héroïsme. Gégou, le patron du Fouché, l'incarne mieux que personne lorsqu'il l'explique à la presse. Il y a de la faute de personne. C'est la fatalité. La force a été plus forte que le droit. J'ai autant de confiance dans mon canot aujourd'hui que j'en avais hier. Mais j'ai jamais vu de lame comme celle-là. Les 2 bateaux étaient bien à flot quand la mer les a rejetés. Aussi n'avons-nous rien à craindre d'eux. Aujourd'hui, s'il fallait recommencer, nous le ferions encore, tous. Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. 200 ans de vie sauvée, ça ne s'oublie pas. Aujourd'hui comme hier, les sauveteurs en mer ont besoin de vous. Faites un don sur snsm.org. C'était le premier épisode de la saison 5 de Canal 16. Une histoire de la SNSM racontée par Florence de Talouette, avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixée par Ben Oriel et produit par l'Acmé.